bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence. Donc, je m'appelle Muriel Frétini, donc je travaille chez IDEMER. Donc IDEMER, on est basé à Lorient, on est un centre technique. On fait de la prestation de recherche et développement pour les industriels et les particuliers, ainsi que de la prestation de fabrication. Donc on va faire aujourd'hui une conférence sur la conservation des produits de la mer et les optimisations. Donc pour ce faire, on a une équipe de spécialistes autour de nous. Camille, je te laisse présenter tout le monde. Donc aujourd'hui, pour parler de cette problématique de conservation des produits de la mer, on a ici donc, dans l'ordre Armand Lejeune d'Emig Aquaculture, Jean-Charles Briand de la société Queli, donc Muriel et moi d'IDEMER, Julie Mancini du pôle Aquimer, Monsieur Enel Madec de la Criée de Lorient, Éric Vallée d'Allier Océan et Thomas Rimaud de l'OP des pêcheurs de Bretagne. Et donc on va laisser Julie Mancini nous présenter du coup les différentes possibilités actuelles de conservation des produits de la mer. Merci. Donc on va commencer. On a essayé de classer en fait les différentes techniques de conservation par rapport à leur action. Donc d'abord il y a des techniques qui utilisent la chaleur, donc qui transforment un peu le produit, donc notamment la stérilisation, la pasteurisation ou la cuisson. Il y a aussi les techniques qui utilisent cette fois-ci le froid, donc sur produits transformés ou bruts. Donc la réfrigération, la congélation ou le surrefroidissement. Donc on a... Voilà. Je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette table ronde, enfin il y a beaucoup de sujets. Donc on peut aussi faire la conservation via l'emballage, donc notamment par l'ajout d'atmosphère modifiée en utilisant la technique du sous-vide ou aussi les emballages actifs qui absorbent par exemple l'humidité ou l'oxygène contenu dans l'emballage. Il y a aussi la formulation des produits en elles-mêmes qui peuvent permettre une meilleure conservation des produits aquatiques. Donc en utilisant des additifs ou des ingrédients fonctionnels qui confèrent des propriétés spécifiques, ou en ajoutant du sel également. Et du coup, ça confère des propriétés antibactériennes ou antioxydantes qui prolongent la durée de vie en fait, du produit. Et enfin, donc des technologies un peu plus innovantes, même si certaines sont déjà connues depuis longtemps, comme la ionisation, l'utilisation de la lumière pulsée avec des lampes xénon, donc notamment pour décontaminer les emballages. Après, il y a aussi l'utilisation des ultrasons, notamment pour nettoyer des convoyeurs, ou alors aussi coupler les ultrasons avec les hautes pressions pour décontaminer. Après, il y a aussi l'utilisation des champs magnétiques et couplé à d'autres technologies plus conventionnelles de conservation comme la surgélation. Et on aura l'occasion d'en discuter un peu plus spécifiquement après avec l'entreprise Queli. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc du coup, on va laisser la parole à Queli pour nous expliquer un peu cette technologie qui allie le magnétisme et la cryogénie. Ouais, bonjour à tous, donc merci pour cette invitation. Donc nous, Queli, nous sommes le poissonnier des chefs à travers le monde. Ce qu'on propose, c'est à nos clients chefs étoilés ou gastronomiques de bénéficier d'un produit de qualité constante, où que ce soit, qu'on soit à Hong Kong, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Londres. On permet de bénéficier de toutes les qualités d'un produit ultra frais grâce à une technologie de préservation. Donc, soit par de l'emballage, mais surtout par de la préservation par le froid. Nous avons mis au point une technologie qui s'appelle donc le casse-fraîche, en collaboration avec la firme Abi, qui est une firme japonaise qui travaille beaucoup sur les champs électromagnétiques. Et donc, avec Abi, nous avons développé le casse-fraîche qui est
la combinaison de champs électromagnétiques avec une source de froid qui est, donc, nous concernant la cryogénisation, donc de l'azote. Comment ça fonctionne ? Vous pouvez voir donc sur cette diapo un petit schéma où on essaye de toujours sélectionner une matière première ultra fraîche, voilà, pour les exigences de nos clients. Et cette matière première arrive dans l'atelier basé à Lorient et est conditionnée ou surgelée, avant ou après, ça dépend, le type de produit, ça c'est adapté selon le produit, avec le casse fraîche. Une surgélation classique, aussi rapide qu'elle soit, va former des cristaux de plus ou moins grande taille dans la cellule, dans la matrice, et ces cristaux vont venir lacérer les cellules et donc porter atteinte à la matrice en elle-même, à ses qualités intrinsèques, telles que la texture, les exudats, etc. Nous, ce qu'on est parvenu à faire avec le casse fraîche, c'est via l'action du champ électromagnétique, de mettre en mouvement et d'aligner les molécules d'eau en jouant sur leur bipolarité. Et lors de la descente en température, parfois rapide pour les produits très sensibles, parfois beaucoup moins rapide, on parvient à limiter la taille de ces cristaux à leur taille minimale et surtout à une échelle qui est inférieure à celle de la cellule. Donc, de cette formation de microcristaux, on arrive à préserver l'intégrité de la matrice et donc ses qualités intrinsèques, notamment la texture, la jutosité et la valeur nutritionnelle, puisqu'on garde les arômes, les minéraux, les vitamines, etc. Donc, voilà. Donc concrètement, comment ça se passe ? Donc là, on a fait des coupes histologiques avec une observation au microscope avec donc l'ONIRIS de Nantes, qui est spécialisé dans le génie des procédés du froid. On a pris de la belle sardine fraîchement débarquée à la Criée de Lorient. On s'en est occupé avec l'ONIRIS, c'est ce que vous pouvez voir donc à votre gauche. Et on a appliqué les deux types de surgélation, donc une surgélation classique à moins 40 degrés et en cellule, et une surgélation via le casse fraîche. Et ce qui résulte de ces deux procédés, c'est que voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez bien observer l'état dans lequel se trouve la matrice après décongélation, enfin ou du moins à l'état congelé, pardon, où vous voyez qu'on préserve quand même beaucoup mieux l'état cellulaire de la matrice avec un casse fraîche à moins 35 qu'avec une surgélation classique à moins 40 degrés. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important pour nous, qu'on tente toujours de prouver, on creuse toujours cette technologie pour la pousser à ses capacités maximales. On a commencé par des données qui étaient très empiriques, puisque c'était des retours de nos clients qui connaissent bien le produit et qui nous assuraient avoir une qualité supérieure par rapport à ce qu'ils pouvaient obtenir habituellement. Donc nous, on continue de creuser cette techno, on y croit dur comme fer, puisque les retours sont tous très positifs. On a une matrice qui est simili-frais une fois que vous l'avez décongelée, et ce, même 18 mois, 2 ans après, quoi. Et alors, quels sont vos partenaires sur ces projets-là ? Ouais. On va faire simple. Donc nous, sur ce projet-là, on travaille donc, avec ABI au Japon, qui est venu nous apporter son savoir-faire sur la technologie des champs électromagnétiques. Savoir qu'ABI a travaillé pendant 30 ans sur cette techno. Elle est très développée au Japon et à Taïwan également. Elle a été développée à la base pour les pâtissiers français. Donc il y a 30 ans, on a quand même loupé le coche. Et donc on essaye de rattraper le tir maintenant. Voilà. Et la cible pour vos produits, donc c'est plutôt des produits haut de gamme ? Alors, effectivement, comme je le disais, nous on travaille avec la gastronomie, avec les restaurateurs. Clientèle haut de gamme. Maintenant, c'est un produit qui n'est pas réservé à une élite.
C'est quelque chose qui peut être démocratisé, bien évidemment, chose qu'on est en train d'amorcer tout doucement, hein, puisqu'on essaye de proposer un petit peu de retail sur une gamme congelée dans des enseignes spécialisées, et dont les retours sont très très bons également. Hein. On a des personnes qui nous appellent directement même pour nous le dire, donc ça c'est plutôt flatteur et très encourageant. C'est un moyen de préservation, donc forcément avec une ressource comme la nôtre, qui est toujours un peu plus compliquée de jour en jour, on peut se permettre d'envisager de limiter tout ce qui est gaspillage par exemple. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément réservé à une élite. Je pense que c'est quelque chose à mettre véritablement à la disposition de tout le monde. Voilà. Cette technologie, elle est aboutie. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration qui sont en cours ou en réflexion? Alors la technologie, elle est aboutie. Il y a des choses qui sont encore en développement. Évidemment, c'est la cellule de Lorient qui combine azote et champ électromagnétique est la seule. Donc maintenant, on travaille sur des choses qui ne sont pas secrètes et qui sont même logiques, qui sont des tunnels par exemple. Notre partenaire japonais travaille même sur du stockage pour s'affranchir de la DDM. Pardon. Et quand on parlait d'éviter le gaspillage, de préserver le poisson qui arrive par à-coup, c'est aussi ça le problème de notre filière. Cette logique de stockage infini, si on peut dire, elle est hyper importante. Eux ont déjà un retour sur quelques années, dizaines d'années, sur des produits sensibles comme du thon là-bas, et ça fonctionne. Après, il y a un cadre réglementaire à adapter, etc. Mais les essais qui sont ongoing sont très encourageants. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, c'est essentiel d'avoir un poisson de très bonne qualité pour pouvoir appliquer votre process. Donc, vous utilisez du poisson conventionnel, on dirait du poisson mort. Et il y a une autre filière qui se développe en ce moment, dont on parle beaucoup, c'est la filière du poisson vivant. Donc pour en parler, je vais laisser le micro à l'OP des pêcheurs de Bretagne et à Ali Océan. Donc l'OP des pêcheurs de Bretagne, c'est une organisation de producteurs avec 700 navires et 3000 marins. Et Ali Océan, c'est donc une société de conseil, d'accompagnement spécialisée dans les produits de la mer. Bonjour à tous, Thomas Rimaud, donc je suis chargé de mission à l'OP Les Pêcheurs de Bretagne. Donc la mission première des organisations de producteurs, c'est gestion des quotas de pêche, droits de pêche, première mise en marché de la production de nos adhérents, mais également différents projets, dont la valorisation aussi des produits débarqués par nos adhérents. Et du coup, on a eu la volonté avec nos adhérents de travailler sur l'amélioration de la qualité et de la vitalité des produits de la pêche, donc sur deux axes, l'axe langoustine vivante et l'axe poisson vivant. Donc la langoustine vivante dans le golfe de Gascogne, elle est déjà débarquée vivante par les pêcheurs qui ont fait des gros efforts ces dernières années, ces dernières décennies. Tous les bateaux sont équipés de viviers, réfrigérés, etc. Et du coup, l'ensemble de la langoustine du golfe de Gascogne est commercialisée vivante, mais majoritairement sur la partie Grand Ouest et littoral. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de travailler, trouver les solutions techniques permettant de commercialiser la langoustine vivante plus loin et plus longtemps, et considérer vraiment la langoustine comme un produit vivant et un produit à part entière et la gérer comme du produit vivant. Et sur le poisson vivant, donc c'est une filière en développement qui existe par ailleurs. L'idée, c'est d'essayer d'optimiser les conditions de réussite et de pouvoir justement mettre en place les conditions techniques permettant le développement de cette filière. Et donc pour ça, on a organisé différents tests et on a travaillé du coup avec Éric Vallée du bureau d'études Ali Océan, du coup pour faire différentes expérimentations. Et du coup, je vais laisser la parole à Éric pour présenter très rapidement du coup ses premiers résultats. Merci Thomas. Bonjour, donc Éric Vallée, Ali Océan. Donc, comme vous l'a dit Thomas, on a accompagné l'OP sur effectivement les deux sujets qui étaient la langoustine vivante du Golfe et le poisson vivant.
En fait, pour aborder ces sujets, on a repris les choses à la base. On est parti du bateau et de la pêche, bien évidemment. Alors, la langoustine du Golfe, comme ça a été dit, il y a eu beaucoup de choses de faites. On arrivait un petit peu à plafonner parce que tout le monde disait c'est de la langoustine de chalut, on ne peut pas aller plus loin parce qu'effectivement la technique de pêche fait qu'on ne peut pas aller plus loin dans la qualité. Et donc c'est vrai qu'elle est vendue essentiellement sur la bande côtière et on avait beaucoup de mal à l'envoyer beaucoup plus dans les terres, comme même Paris, Lyon, tout ça. Bon, c'était compliqué. On a repris les choses à la base, donc à bord, sur le matériel et puis la manière d'emballer le produit. Donc il y a eu des embarquements, on a fait des mesures, on a travaillé sur la qualité d'eau à bord. Aujourd'hui, c'est vrai que les viviers, il y a des viviers à bord, mais néanmoins, ça reste des choses très simples par rapport au matériel qu'on peut trouver à terre. Donc on a essayé d'amener un peu de technologie pour améliorer la qualité d'eau, l'oxygénation et tout un tas de choses à bord. On a travaillé aussi sur les emballages dès la pêche. Parce que les crustacés, effectivement, moins on les manipule, mieux ils se portent. Et du coup, on a travaillé sur ces aspects-là. Et après, on a suivi ça tout le long de la filière jusqu'au consommateur final. Donc, on a travaillé aussi sur du retrempage à terre, parce que la langoustine qui est débarquée en Bretagne ou dans le Golfe, aujourd'hui est vendue en bac, vivante. Après, c'est un petit peu la course sur la filière pour essayer de la vendre la plus vite possible. Donc, nous, on est parti du principe qu'il fallait la retremper à terre pour la déstresser, la stabiliser et les faire dégorger. Et ensuite, on a travaillé aussi sur des aspects logistiques pour la faire transporter par la logistique classique marée, mais aussi avec des modes de conditionnement qui ne sont pas spécialement utilisés dans la marée. On a testé différents types de choses, dont le transport aussi en sac sous oxygène. Voilà, c'est des aspects qu'on a explorés avec des résultats intéressants. Et aujourd'hui, on a eu des langoustines effectivement pêchées au chalut. Donc, ce n'était pas des pêches particulières. On a embarqué sur des marées classiques, pêchées au chalut et 24 heures après, parfaitement vivantes, avec des belles vitalités et retrempables encore en vivier 24 heures après. Donc commercialement, ce qui ouvre des perspectives aussi de développement et des marchés qui aujourd'hui étaient plutôt pris par effectivement de la langoustine du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Écosse ou d'autres pays, quoi. Donc en fait, la démarche, ça a été de dire qu'aujourd'hui, cette langoustine du Golfe, elle rentre dans une filière poisson, c'est-à-dire que ce sont des pêcheurs à la base, ce sont des chalutiers, donc des gens qui ont une culture poisson et qui font un crustacé, mais elle n'est pas traitée comme un crustacé. Et donc on a en fait abordé les choses en se disant, voilà, traitons-la comme un crustacé. Il y a des choses qui existent et des gens qui savent très bien faire le crustacé, on va la traiter de la même manière, puis on va voir ce que ça donne. Et puis même une langoustine de chalut, ça donne des bons résultats, quoi. Donc ça, c'était la première étude sur le vivant. Deuxième étude, la filière poisson vivant, qui est une filière entre guillemets un peu émergente, en construction, avec différents acteurs aujourd'hui qui essayent de faire de leur mieux pour effectivement développer cette filière. Alors, il y a des bateaux qui s'y mettent, il y a des criées, une plus en avance que d'autres qui s'y met. Des acteurs à terre aussi, voilà. Mais bon, effectivement, il n'y avait pas. On a essayé de mettre en place un peu une démarche pour essayer d'apporter quelque chose à cette filière, tant au niveau du matériel que des méthodes. Pareil, du bateau jusqu'aux structures à terre. Et on a eu la même démarche. Donc on a embarqué, on a fait des tests, des mesures sur des poissons. Et puis on a essayé d'améliorer les choses pour optimiser, pour faire des préconisations. Alors c'était pas la même problématique que la langoustine, c'est-à-dire que là on était plus, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y avait des gens qui essayaient de dupliquer un peu le modèle du crustacé, c'est-à-dire qu'on avait des viviers et des structures qui marchaient sur le crustacé, on s'est dit bon, on va les utiliser un peu sur le poisson vivant. Alors il y a des choses qui marchent, sauf que bon, déjà alors il y a quand même une grosse diversité de poissons, avec des physiologies et des manières de se comporter et des besoins différents. Donc on a testé aussi entre les poissons plats, des poissons plus, on va pas dire des pélagiques, mais plus toniques, type bar, dorade, tout ça. Donc on a fait des tests différents sur la lumière, la qualité d'eau bien évidemment, sur la configuration des bassins aussi. On s'est rendu compte que ça avait vraiment une importance. Et puis sur toutes les manipulations aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à manipuler, tout au moins le premier réflexe c'est de manipuler d'une certaine manière, et on se rend compte que on abîme énormément le poisson, on le stresse, on l'abîme. Et donc il y a tout un tas de choses à faire dans les manipulations aussi qui sont très importantes. Et ça commence à bord au moment de la pêche. Et comme toute filière vivant, que ce soit du coquillage, du crustacé ou du poisson, les erreurs se rattrapent pas ou quasiment jamais. C'est-à-dire que si le pêcheur fait une erreur, derrière, ça va aller jusqu'au bout.
si ça va jusqu'au bout et si ça ne se termine pas par de la mortalité avant. Donc c'est vraiment, sur ces filières de produits vivants, le travail de chaque maillon a son importance pour avoir un résultat final de qualité et satisfaisant. Et tout le monde doit bien faire son boulot, on ne rattrape pas les erreurs, quoi. Donc voilà, donc on a travaillé aussi donc à bord, à terre. Alors la filière poisson vivant, comme elle est en construction, la problématique c'était que tous les maillons n'avancent pas un peu à la même vitesse. Il y a des pêcheurs effectivement qui avancent, des gens à terre qui avancent. Il y a des maillons des fois au niveau des infrastructures portuaires. Il y a des ports et des criers qui essayent de bouger. Il y en a d'autres effectivement aujourd'hui où les infrastructures n'existent pas. Ça peut être vraiment limitant dans le poisson parce que autant sur le crustacé, je dirais pour faire le lien entre différents maillons, le crustacé peut avoir quelques temps d'attente des fois et peut supporter des choses. Le poisson vivant, il y a un moment, il doit y avoir une vraie continuité sur tous les maillons. Donc si tous les acteurs ne font pas quelque chose, on a des ruptures et ça pose vraiment des problèmes dans le développement de la filière. Et enfin, on a travaillé aussi sur la logistique, parce qu'aujourd'hui, la logistique sur le poisson vivant reste quand même une logistique un petit peu compliquée, essentiellement en camion vivier. Ça marche, il y a des gens qui savent très bien le faire, il n'y a pas de souci. Néanmoins, compliqué d'utiliser la logistique marée classique qui existe. Et du coup, on a travaillé aussi sur du transport de poissons vivants en caisse polystyrène, en sac étanche, sous oxygène, pour pouvoir faire voyager, on va dire, entre guillemets, plus simplement du poisson, quoi. Pour approvisionner les différentes filières après, parce qu'il y a une demande sur le poisson vivant. Certains restaurateurs souhaitent avoir leur poisson vivant pour l'abattre et traditionnellement, et puis le préparer après. Et après, c'est aussi beaucoup pour alimenter la filière d'abattage ikejime. Donc voilà. Et pareil, alors ça dépend des espèces. On a des résultats. L'étude n'est pas finie encore. On a des résultats très satisfaisants sur certains types de poissons avec des transports de 24 heures et bien évidemment une viabilité derrière, hein, c'est-à-dire qu'on peut les retremper sans problème. Sur certains types d'espèces, et on a des poissons un petit peu plus, on va dire, difficiles et qui au bout de 10-12 heures nous posent encore certaines difficultés. Bon. Voilà, on est en train d'étudier les différents paramètres. C'est pareil, à chaque fois, c'est assez long, c'est des mesures, c'est de l'analyse derrière, et puis pour essayer de comprendre, et puis après trouver des solutions simples, parce que le but n'est pas de, évidemment, il y a des solutions qui existent dans l'aquariophilie, mais avec des produits anesthésiants, des choses comme ça, des tranquillisants, et ça, on ne veut pas du tout rentrer bien évidemment dans ce système-là. On essaye plutôt de travailler vraiment sur la qualité du stockage en amont, la qualité de l'eau, les paramètres de l'eau, pour que le poisson soit le moins stressé possible. Et que derrière on puisse préparer la logistique le mieux possible en fait, et avoir des temps de transport le plus long et une qualité toujours satisfaisante, quoi. On parle de transport, est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires particulières à respecter concernant cet aspect ? Alors sur le poisson vivant, oui, il y a une vraie contrainte. On peut transporter comme on veut, entre guillemets. Bon, il y a des choses à respecter, mais réglementairement, c'est pas très compliqué de transporter du crustacé et du coquillage, parce que ce sont des invertébrés. Le poisson rentre dans la catégorie des vertébrés, et du coup, il y a des formations à acquérir pour les chauffeurs, au-delà d'une certaine distance, en fonction du point de départ. Et donc, ça reste une contrainte, effectivement, parce que même si on veut rentrer dans la logistique marée classique, les transporteurs doivent former leurs chauffeurs. Il y a des compagnies de transport qui commencent à le faire et qui commencent à s'intéresser à cette filière, enfin surtout une, et qui commence à avoir des chauffeurs formés. Alors pas forcément pour la caisse polystyrène sous oxygène, mais pour des cuves, on va dire, qu'on peut mettre dans des camions et transporter. Mais bon, je laisserai Émile en parler, mais voilà. Enfin, il y a des solutions techniques qui existent, mais effectivement, le transport du poisson vivant est plus contraignant réglementairement que le transport des crustacés et des coquillages. Oui. Donc on a parlé pas mal de matériel, d'équipements spécifiques. On va laisser la parole à EMIG, qui est donc un cabinet d'ingénierie spécialisé dans le traitement et la purification de l'eau. Bonjour à tous. Donc pour présenter un petit peu EMIG rapidement, on est aussi développeur de techniques et technologies, en plus d'ingénierie. Là, on ne va pas cibler la purification qui est notre domaine à 90% sur le marché français et européen, notamment sur les coquillages. On va surtout vous présenter un petit film sur un nouveau système de transport de produits de la mer vivants. Donc c'est basé aujourd'hui, la vidéo que vous allez pouvoir
découvrir, c'est d'abord une projection schématique et ensuite on passera sur une réalité avec un petit film entre le Canada et la France. Voilà, je vous laisse découvrir la vidéo et on en discute après. On peut commenter en même temps. On peut voir qu'on a mis en point un système, un container reefer standard qui peut accepter des produits vivants et aussi son eau de mer de zone de pêche. Le pêcheur arrive, c'est schématique, on verra par la suite, arrive directement sur un quai et peut charger les produits dans un emballage bien spécifique pour ensuite le transporter avec une technologie de filtration d'oxygénation pendant la durée du transport, qui permet de maîtriser tous les paramètres physico-chimiques dont ont besoin les animaux. Donc techniquement, on a l'eau dans une partie arrière et les produits à l'avant. Et quand on tourne le bouton et on le met sur un camion, sur un train ou sur un bateau, vous avez le système circuit fermé qui fonctionne constamment pendant tous les transports. On a travaillé depuis plus de 6 ans sur ce concept. On a essuyé aussi des contraintes techniques, de logistique, parce que ce n'était pas notre domaine d'application, c'était surtout le circuit fermé et l'aquaculture. Et on a pu faire des tests dans le monde entier et d'envoyer différentes espèces de part et d'autre dans le monde. Donc on peut ensuite, une fois que le produit est débarqué, on peut le remettre bien sûr vivant, soit dans des viviers, soit dans des centres de purification, ou directement le livrer à domicile chez les clients finaux. L'avantage du système, c'est qu'on maîtrise la chaîne du transport de A à Z. C'est-à-dire, le moment où on a chargé les produits de qualité dans le container au départ, ça arrivera dans les mêmes conditions. On travaille en partenariat avec CMA-CGM, qui est le 3e transporteur mondial, qui a toute une logistique pour pouvoir tracer, suivre les containers à tout moment. Donc on a équipé nos containers d'appareils de mesure, de contrôle, en plus de la traçabilité de chaque produit. Donc on va vous montrer la vidéo qui est plus concrète. C'est pas celle-là, ça c'est la même. Voilà, on travaille en partenariat avec des OP de pêche canadiennes et les autorités pour pouvoir sélectionner. C'est 80% de l'efficacité de notre concept, c'est la sélection. C'est arriver avec, après la pêche, 48 heures de purge, ce qui permet d'éliminer les animaux qui vont être entre guillemets défaillants avant de rentrer en business class dans l'aquavivant. On a bien sûr, comme dans tous nos circuits fermés, une procédure d'activation biologique. Donc on ensemence, on va dire, des souches bactériennes et on sélectionne tous les homards dans le cas précis de cette espèce. Ensuite, on a mis vraiment toute une filière en place avec calibrage. Vous allez voir, on a chaque espèce, si on le souhaite, peut être équipée de QR code. On peut savoir quand il a été pêché, sur quelle zone il a été pêché, et sa taille et la méthode de transport. Là, vous pouvez voir qu'on les calibre, on les sélectionne, et encore une fois, traçabilité. On fait très attention à la mise en place pour pouvoir... c'est un peu comme des Lego. Vous voyez, dans le container, vous mettez les homards verticalement, et ensuite vous les mettez à l'horizontale, comme dans leur milieu naturel. Ça paraît très simple, mais on a eu beaucoup de soucis logistiques pour accomplir cet exploit qui était de pouvoir transporter aussi bien en Afrique avec des températures de plus de 30 degrés au Canada avec des températures de moins 30 degrés, avec les mêmes matériaux qui sont alimentaires et qui sont déformables.
Et on peut voir, on ferme comme un caisson, vous tournez le bouton, l'eau qui est dans la partie avant va à l'arrière et tourne en permanence pendant les transports. Bien sûr, on est branché électriquement sur les camions, sur les bateaux, et lorsqu'il y a des problèmes électriques, on a des batteries de secours qui permettent de transformer l'Aquaviva en chambre froide, en attendant de résoudre le problème. On est aussi suivi par les autorités sanitaires de tous les pays. Donc, il y a des contrôles qui sont effectués. Et le succès, c'est de voir à l'arrivée les animaux qui sortent aussi bien de l'Aquaviva après plusieurs mois de stockage et de transport, aussi frais que sortis de la mer ou d'un casier. Le but de l'Aquaviva, c'est certes un outil de transport qui est révolutionnaire, mais qui permet surtout de développer auprès des pêcheurs et auprès de la grande consommation, pas une mode, mais un phénomène aujourd'hui qui est la qualité dont on a tous besoin et envie, la traçabilité pour savoir d'où ça vient, la pêche durable, pour savoir est-ce qu'on pourra en avoir d'autres, est-ce qu'on aura la même qualité, et bien sûr qu'on puisse apporter à la saisonnabilité de ces produits dans n'importe quel pays. Là aujourd'hui c'est un produit canadien, mais notre intérêt est aussi de faire partir des produits français en Europe ou dans le reste du monde. Voilà. Donc aujourd'hui, vous développez justement ces systèmes-là qui purifient l'eau, mais ce n'est pas uniquement pour les conteneurs, vous les utilisez aussi pour des viviers ou ce genre de choses? Ce que je disais, c'est notre domaine de compétence étant le circuit fermé et la maîtrise de tous les paramètres physico-chimiques de l'eau en aquaculture générale. Donc dans le monde entier, on travaille aussi bien sur du crustacé, sur du coquillage, de la crevetticulture, du saumon. On a vraiment un savoir-faire qui, depuis plus de 20 ans, dans le domaine de la conservation des produits de la mer en circuit fermé. Donc on a transposé notre savoir-faire dans on va dire un vivier mobile, technologiquement développé grâce aux nouvelles technologies qui sont le GPS, qui sont la traçabilité, les smartphones, pour pouvoir valoriser dans l'assiette du consommateur le produit qui vient directement de la mer. Et vous avez vraiment pris le parti de vous impliquer dans tous les maillons de la chaîne. On voit qu'il y a vraiment une synergie du début jusqu'à la fin. Vous êtes présent. Oui, effectivement, on essaye de... Notre savoir-faire est en transport, mais pour que l'efficacité de l'Aquaviva soit optimum, 80% est basé sur la sélection, c'est-à-dire de la pêche au mode opératoire de mise en place dans l'Aquaviva. Ça, c'est indéniable. Il faut absolument, comme le disait Océalliance, qu'on ait une corrélation complète avec les OP, avec Aliocéan, notamment dans le cadre de la formation des pêcheurs, comment pêcher, quelles sont les méthodes d'emballage, enfin, toute la chaîne du début jusqu'à la fin. Et bien sûr aussi pour valoriser auprès des consommateurs la qualité organoleptique. On travaille actuellement avec des restaurants étoilés pour valoriser un petit peu, mais on voudrait aller plus loin vraiment sur l'aspect structurel, l'aspect qualité, on va dire, de chaque produit, même du goût, en fonction du pays où on va le transporter pour la même espèce. On peut imaginer qu'un homard breton, c'est pas le meilleur du monde, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais les conditions de transport permettent que la saison sera mise en valeur, mais aussi le goût du produit dans l'assiette, contrairement à d'autres homards. On travaille aussi sur d'autres espèces. Je ne peux pas trop divulguer parce que c'est assez confidentiel, mais d'autres espèces crustacées, coquillages et d'autres espèces qui nagent. On verra par la suite.
Merci. Et donc on voit qu'effectivement c'est essentiel d'avoir à toutes les étapes en fait un matériel impeccable pour avoir un poisson d'une qualité impeccable. Et l'une de ces étapes, c'est donc le débarquement à la criée. Donc ici aujourd'hui on a Lionel Madec de la criée de Lorient qui va nous en parler très bien. Bonjour, donc Lionel Madec, criée de Lorient. Donc pour parler de la conservation du poisson, la première étape, c'est déjà d'avoir du poisson. Donc les criées françaises et la criée de Lorient en l'occurrence, nous sommes là pour assurer la première mise sur marché de la pêche. On se doit bien évidemment de respecter le produit qu'on nous a confié dans son état quasi naturel. Donc nous mettons en place tout un système pour assurer que ce poisson pourra être mis sur le marché dans les meilleures conditions. Cette première étape, il est très important. Le poisson, c'est quelque chose qui se dégrade relativement vite. Donc à Lorient, et j'imagine dans l'ensemble des criées, tout est mis en œuvre pour que ces opérations soient le plus rapidement effectuées. Donc pour ce faire, Lorient, nous produisons de la glace que nous pouvons donner aux bateaux pour que dès la pêche, ils puissent déjà mettre leurs poissons en cale dans les meilleures conditions. Cette glace, elle est aussi distribuée aux marailleurs pour qu'ils puissent partir avec du poisson le plus frais possible. La rapidité, comme je dis, est relativement importante, très importante. Pour ce faire, Lorient s'est doté de 2 lignes de vente qui nous permettent de vendre le poisson environ 1000 lots à l'heure. Donc ce poisson passe le moins longtemps possible hors glaçage, hors produit. Il est vendu et part tout de suite avec les marailleurs ou notre garde-marée pour que le poisson soit expédié sur toute la France. Donc il est de notre devoir aussi de suivre tout ce qui est fait donc, sur la recherche et développement par donc, tous les organismes. Donc on s'est déjà doté de viviers pour tout ce qui est crustacés. Et à l'étude, bien évidemment, on regarde toutes les demandes, que ce soit côté maraillage ou côté pêcheur, pour améliorer tout ce qui peut nous être demandé. Donc on étudiera très prochainement le poisson vivant. Voilà. Quelles sont les infrastructures? Du coup, on a parlé. Quelles sont les infrastructures proposées du coup par la criée? Vous en avez parlé un petit peu au niveau des viviers, au niveau des services proposés, des infrastructures en fait spécifiques. Donc les infrastructures, c'est donc ce qu'on appelle des criées, mais ce sont avant tout des frigos. Donc c'est de la production de froid. Les infrastructures, qu'elles soient disponibles très rapidement aux utilisateurs, donc proche des quais de débarquement. Le poisson est débarqué par les pêcheurs sur les quais, mis directement en frigo par leurs propres soins. Donc ces criées sont continuellement refroidies avec les système de refroidissement en froid ventilé ou en froid diffusé. Froid ventilé pour un refroidissement rapide, froid diffusé pour que le froid soit homogène sur l'ensemble des installations. Et également la proximité de la gare de Marais qui est réfrigérée également et tout de suite à proximité des ateliers où le poisson qui nous est confié par certains biais et trié par nos soins peut repartir directement sur les gares de Marais. Est-ce qu'il y a des travaux en cours pour optimiser cette qualité de poisson qu'on recherche à tous les maillons de la filière? Alors des travaux en cours actuellement, donc la moitié des criées existants sur l'Orient a été entièrement rénovée, comme la gare de Marais. Divers projets sont en cours. Ce sont des projets surtout de rénovation de toutes les installations bâtiments pour améliorer à divers stades tout ce qui va rentrer dans la conservation du poisson, notamment sur le lavage des contenants. Donc le poisson est mis en caisse. Ces caisses-là, pour que
pour que le poisson soit bien conservé, on se doit de fournir des caisses propres. Notre atelier de lavage va être prochainement déplacé sur de nouvelles installations. Il est également à l'étude, comme je dis, la possibilité de créer des nouveaux viviers qui permettra de conserver le poisson vivant plus que nos crustacés. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Il n'y a pas de questions. Oui, bonjour. Je voulais savoir quel est l'intérêt de transporter des quantités très faibles en fait, de poissons vivants, par exemple partant que ce soit de Quiberon ou de Lorient. Quel est l'intérêt de transporter des quantités extrêmement faibles de poissons vivants à l'autre bout de la France? Oui, je disais, quel est l'intérêt? Vous entendez? Non? Ça parle fort à côté et on entend quasiment pas ce que tu nous demandes. Je peux poser la question de l'intérêt économique et même l'intérêt tout court de transporter des quantités extrêmement faibles de poissons vivants en camion, voire en avion, à partir de la Bretagne jusqu'à l'autre bout de la France, voire ailleurs. Pour les gens qui font... je trouve qu'il y a des systèmes qui marchent un peu sur la tête, quoi. Donc, l'intérêt, en tout cas nous à notre niveau, en tant que voilà, organisation de producteurs, je dirais, je sais pas, mais en tout cas il y a une demande. Voilà, il y a une demande de la restauration, voilà, il y a une demande pour avoir du poisson vivant dans tout endroit du littoral, des territoires, des pays, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'arriver à répondre à cette demande pour mieux valoriser à la base la production qui est débarquée, parce qu'effectivement le poisson vivant est mieux valorisé que le poisson que le poisson mort entre guillemets, quoi. Donc ça c'est sur l'intérêt, il y a une demande. Après tu disais par rapport à la quantité, transporter peu de poissons, une grande quantité d'eau, etc. Nous, c'était l'idée aussi un petit peu de développer ce transport en sac sous oxygène. C'est que globalement, on a l'impression que du coup, on n'est pas obligé de transporter un mètre cube d'eau pour quelques poissons. Cette technique, elle marche très bien et elle répond à certaines demandes, des grosses pièces, des transports plus importants, très ciblés sur des lignes spécifiques de poissons vivants. Voilà, et du coup, il y a aussi peut-être moyen de développer... L'idée, c'était d'arriver à travailler sur cet axe-là pour essayer de rationaliser un petit peu ce transport-là. Aujourd'hui, sur cette filière, la problématique, on se rend compte qu'il y a des pêcheurs qui veulent essayer, mais qui n'ont pas forcément les infrastructures ou toujours des fois les connaissances ou les outils à leur disposition. Il y a des gens à terre qui font aussi du bon boulot et des super trucs, mais leur problématique, c'est qu'il manque de poissons. Enfin, voilà, on a différents maillons et le lien n'est pas forcément fait entre les maillons, alors pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, le but, c'était aussi d'essayer de mettre du lien et de faciliter un petit peu pour que les gens qui sont à terre et qui commercialisent ou qui processent, qui égiment, tout ça, arrivent à avoir du beau poisson vivant, de la diversité dans les espèces et puis de la régularité surtout, parce qu'il ne s'agit pas de faire du poisson vivant 4 mois dans l'année quand les cours du poisson conventionnel sous glace sont bas, et puis à certains moments dire non, je ne fais plus de poisson vivant parce que les cours sont élevés sur le conventionnel. C'est une filière, quand on commence, bien évidemment, les gens qui sont en bout de chaîne, ils veulent après suivre les gammes toute l'année, ils veulent en faire toute l'année. Donc c'est une filière, il faut la faire vivre 12 mois sur 12, et pas simplement, il ne faut pas être opportuniste. Donc voilà, c'était vraiment pour essayer d'apporter des outils et mettre du lien sur ces différents maillons qui essayent de faire vivre et de construire cette filière, quoi. Et ce type de transport, effectivement, sur des petites quantités, peut permettre, il y avait une demande, ça peut permettre aussi du coup de servir une demande, quoi. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Le produit vivant au marché final permet vraiment de valoriser le travail du pêcheur.
les pêcheurs qui vont, dans des conditions difficiles, chercher un produit vivant qu'ils ramènent le plus rapidement possible sur Terre, qu'ensuite c'est stocké plusieurs jours, voire plusieurs semaines en conservation, en parallèle avec un produit qui va, dès l'instant où il est pêché, il est soit mis en vivier, soit transporté dans des méthodes qui sont sous oxygène, comme à l'océan, ou dans les systèmes Aquaviva, permettent de valoriser le travail du pêcheur par le biais de la ressource. C'est-à-dire, au lieu de pêcher des grosses quantités et d'avoir économiquement une marge pour la distribution finale, vous avez un produit vivant qui sera unique et qui représentera peut-être un pourcentage moindre de produits pêchés. Je m'explique, c'est un peu plus, pour être plus simple, vaut mieux pêcher et transporter un seul produit vivant que 10 morts. Voilà. Ça dépend du marché qu'on souhaite développer sur le marché de qualité. Et puis, vous parliez du marché, et justement, ce produit poisson vivant ne peut pas forcément être utilisé par toutes les utilisations. Par exemple, chez Coeli, vous n'utilisez pas de poisson vivant, mais il y a vraiment une raison de qualité derrière ça. Vous ne pouvez pas, en fait. Oui, nous, on a la même cible, je pense, que les produits vivants, clairement. Après, on propose aussi des produits services, à savoir des choses qui sont déjà filetées, préparées. Et notamment sur cette question du filetage, un poisson vivant n'a pas, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt pour nous, mais on va se heurter à des contraintes de rigor mortis, etc., qui, si on applique un moyen de préservation par le froid trop tôt par rapport à cette rigor mortis, va finalement se répercuter après décongélation. Et donc, on aboutira simplement à un produit qui sera à la décongélation inutilisable pour le restaurateur au moment voulu. Il y aura toujours un temps de résolution qui va devenir une contrainte en fait dans l'utilisation du produit. Donc le poisson vivant et nous ce qu'on peut proposer en termes de produits congelés, je pense qu'on est sur les mêmes axes de clientèle, de qualité, etc. Mais on est sur deux axes de valorisation parallèles. Est-ce qu'on a d'autres questions de... Sur la langoustine vivante, vous n'avez pas parlé de la salle de brumisation. Je ne sais pas si finalement les tests ont... par contre, Eric Vallée, vous avez parlé de retrempage après la pêche. Donc finalement, vous avez constaté dans vos tests qu'il valait mieux aller sur du retrempage que sur de la brumisation. Ça, c'est une question technique. Et sinon, je rejoins un petit peu quand même la remarque de Lionel. Ça me paraît assez aberrant aussi. Je m'interroge sur le surcoût environnemental et économique de ce type de transport aussi, notamment l'Aquaviva pour Armand. Alors, effectivement, il y a des outils qui existaient jusqu'ici pour la langoustine, qui étaient des outils de brumisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la langoustine du Golfe, la seule réponse qu'on pouvait donner pour essayer de l'amener le plus loin possible, c'était de la descendre assez bas en température. À bord, elle était quasiment à 4 degrés sur certains bateaux. Ensuite, on la brumise aussi avec de l'eau très froide. Ça fonctionne, mais ça fonctionne jusqu'à un certain laps de temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Forcément, la langoustine ne pourra pas résister plus longtemps. Alors, c'est adapté pour certains marchés. Et pour tous les marchés côtiers, effectivement, vous avez une langoustine qui sera de qualité. C'est pas adapté pour des transports plus longs. C'est-à-dire que de toute façon, une langoustine qui a été transportée à 4 degrés, c'est très froid quand même. Il faut savoir que dans le milieu naturel, elles vivent à 10. Et quand on les met à 4 degrés à bord des bateaux, on se rend compte qu'on a après, quand même, quand on les remet en vivier, on a de la mortalité potentiellement, parce que c'est très froid. Et la brumisation, une langoustine qui est en atmosphère humide, ne peut pas, les phénomènes d'excrétion ne peuvent pas se faire. Donc de toute façon, il y a des choses qui vont s'accumuler dans le sang. L'ammoniac va s'accumuler dans le sang. Elle ne pourra pas éliminer son ammoniac et faire son excrétion. Donc on va l'amener plus loin,
Mais il y a un moment, forcément, on va avoir de la mortalité. Chose que quand on la retrempe et qu'on la met dans des viviers, alors pas forcément très longtemps, hein, ça fait partie des choses qu'on a étudiées aussi pour voir vraiment l'optimum pour les faire dégorger. Mais là, elles peuvent dégorger après la pêche parce qu'elles se sont nourries avant la pêche, donc forcément le tube digestif, tout ça c'est plein. Donc elles peuvent dégorger, elles peuvent éliminer leur ammoniac et après supporter des phases de transport beaucoup plus longues. Chose qu'en brumisation, ça c'est pas possible. Et juste sur ce point-là, pour compléter et insister un petit peu, je répète qu'aujourd'hui, la langoustine qui est débarquée, elle est vivante. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'améliorations à bord, etc., pour aboutir à la langoustine qui est commercialisée vivante, qui est bien valorisée sur nos étals, etc. Là, l'étude et le but de retremper, c'est aussi pour essayer de valoriser autrement, plus loin, sur d'autres marchés, etc., la langoustine. Mais, et la brumisation est une plus-value là-dessus, parce que c'est mieux, effectivement, que la langoustine, elle attende sous un brumisateur à la criée avant la vente, plutôt que d'être dans une simple chambre froide. Donc ça fait partie des choses qui existent actuellement, qui permettent de débarquer du bon produit. Mais si on veut aller un peu plus loin et vraiment optimiser, et je parle d'optimisation, hein, pas d'amélioration, il faut effectivement passer par du retrempage pour faire de la langoustine A plus B, etc. Mais on est vraiment dans de l'optimisation, quoi. Moi, pour répondre tout à l'heure à mon insinuation sur la valorisation du produit vivant, peut-être que voilà, il y a le domaine du poisson qui est un autre marché, mais dans le cadre du crustacé, qui représente aujourd'hui essentiellement notre transport en Aquaviva, on a pu, avec les OP de pêche, ainsi que les organisations de valorisation des produits de la mer, mettre en évidence que la fin de la distribution vivant valorise beaucoup plus les pêcheurs, parce que dans notre domaine d'activité, dans le domaine du transport aquatique, on enlève beaucoup d'intermédiaires qui, par le fait du trading, conservent le produit et dévalorisent la qualité du produit à la commercialisation, puisqu'il y a une concurrence qui est assez notable. L'avantage de l'Aquaviva, je parle bien dans le domaine du crustacé, c'est qu'on peut sélectionner l'animal vivant et le transporter jusqu'au marché final, et là le conserver pour couper un petit peu ce trading qui dévalorise la qualité par le biais de la mortalité de stockage hors eau. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être qu'en termes il y a l'image rentabilité, il y a l'image du pêcheur et surtout de la ressource. Donc dans le domaine de l'aquaviva, c'est ce qu'on essaie de cibler plus, la traçabilité et la ressource. Après le poisson, bien évidemment, la qualité et toutes les méthodes aujourd'hui qui sont employées à le conserver, à le transporter, permettent certainement une autre valorisation du produit auprès du grand public. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais juste réagir à chaud suite au mot de la fin de l'intervenant de Coeli tout à l'heure sur le fait que ces deux méthodes de valorisation sont certes différentes, ont la même cible, mais est-ce qu'il ne serait pas pertinent de se poser la question au final de la complémentarité de ces deux méthodes de valorisation, puisqu'au final... vous n'entendez pas ? Est-ce qu'il ne serait pas pertinent du coup de se poser la question de la complémentarité de ces deux méthodes de valorisation ça peut être un transport des produits vivants, un stockage, pourquoi pas, à un certain moment de produits vivants, et ensuite, en fonction des fluctuations de la demande, envisager, pourquoi pas, une congélation avec la dernière méthode envisagée pour, au final, conserver la même qualité que le produit vivant et s'affranchir de la fluctuation de la demande. C'est exactement sur le domaine dont on essaie de travailler. C'est qu'on peut transporter, je vous donne un exemple, de Bretagne à Marseille, des produits vivants. On peut les stocker dans leur eau, en circuit fermé, comme un vivier. Mais sur des zones où il n'y a pas la mer, c'est le gros avantage, qu'on transporte l'eau d'origine de la pêche. Et
on peut, bien évidemment, on ne va pas conserver vitam aeternam. Donc l'intérêt, c'est aussi de les commercialiser. En faisant cette sorte de trading, qui est, bien sûr, j'insiste, au choix de l'exportateur ou de l'acheteur final, permet de continuer la chaîne de transformation et notamment la congélation par la suite. Je vais parler d'une méthode qui va vous faire rire aussi, c'est que les aléas de nos études sur l'Aquaviva ont démontré le problème logistique sur l'électricité. Donc on a mis des systèmes de pompe sur batterie pour pouvoir transformer le container en chambre froide pour la survie. Mais également, le principe, on a mis en place le système de refroidissement. Donc on peut enlever l'eau et le transformer en chambre froide. Bon, c'est pas notre cœur de métier, mais pour répondre à votre question, oui, notre domaine de transport permet par la suite de valoriser aussi le produit surgelé, congelé ou mort, mais à l'autre bout du monde. Et avec, bien sûr, un cours de marché qui, je le répète, permet, c'est vraiment notre idéologie, de valoriser le pêcheur et valoriser les ressources. Voilà. Donc oui, c'est des choses qui sont complètement envisageables et qui sont déjà réalisées sur notamment les crustacés. Sur certains crustacés, on produit de la façon dont vous venez de le dire. Sur le poisson, c'est pas le cas. On travaille avec beaucoup de petits pêcheurs, petits bateaux. Donc, quelque part, les débarquements se suivent et avec les partenaires mareyeurs, on arrive à avoir un flux qui nous contente pour l'instant, tout en maintenant la qualité. Ce serait envisageable de travailler de cette façon-là en stockant le poisson, je pense, à terre. On peut le garder une certaine période, ce qu'on avait déjà pu évoquer avec Eric Vallée. Mais il ne faudrait pas non plus, à contrario, qu'on arrive sur une espèce de semi-aquaculture, puisqu'on est sur du sauvage quand même. On veut garder l'aspect sauvage, avec les qualités et les goûts du sauvage, parce que pour certaines espèces, les gens qui ont eu la chance de goûter du saumon sauvage, apparemment, qui ne soit pas évadé d'une cage, on m'a dit qu'il y avait une différence. J'ai pas eu cette chance-là, donc je ne peux pas vous dire. Mais on a des demandes des chefs qui sont focus sur du sauvage. Donc si c'est pour faire du sauvage qui se tient 2 semaines, pourquoi pas. Si on nous dit que c'est du sauvage qui a 4 mois, on retombe un peu dans de l'aquaculture à terre, et bon, où est la limite après? On n'est pas en train de faire du sea ranching, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé chez nous. Peut-être que par la force des choses, on le sera au vu de la raréfaction de la ressource. Là-dessus, on n'a pas encore ouvert la porte. Le crustacé, c'est déjà fait et ça fonctionne bien. En complément de ce que vous venez de dire, et vous avez raison, c'est un produit sauvage et le temps de stockage, c'est quand même un paramètre important. Faut pas se raconter d'histoire non plus. Autant un certain temps de stockage va permettre au produit de dégorger, de déstresser. C'est très important pour certaines filières d'avoir un poisson le moins stressé possible et tout. Après la pêche, bon, ça c'est important. On se rend compte qu'au bout d'un certain temps, donc on est sur des produits sauvages, donc on ne peut pas les nourrir, sinon on passe sur une autre catégorie de produits, et puis ça poserait aussi quand même des complications au niveau du stockage, ça serait quand même, on passe dans de l'aquaculture. Donc on n'a aucun intérêt non plus à garder les animaux vivants trop longtemps, pour des raisons aussi de qualité, parce que potentiellement c'est toujours de la mortalité, du stockage de produits vivants, et au bout d'un certain temps, on a le niveau de qualité qui peut commencer à se dégrader. On se rend compte sur les poissons qu'effectivement, sur des durées de 24, 48 heures, et éventuellement 72 heures, on a le stress aigu de la pêche qui redescend. En revanche, à partir de 72 heures, 48-72 heures, on a un léger stress qui commence à monter, qui est beaucoup plus profond, et qui s'installe, qui monte très lentement, voilà, mais qui s'installe. Donc effectivement, on peut imaginer des stockages, on va dire, relativement courts. Maintenant, des stockages très longs, c'est pas sûr que la filière y gagne. Et les filières de produits vivants, ça doit toujours être quand même globalement en flux relativement tendu et avancer assez vite pour que, voilà, après, arriver jusqu'au consommateur, au client final, quoi.
Et on se rend compte que cette notion de stress sur la qualité des produits, on l'a même constaté, nous, sur de la langoustine, ou de la langoustine. Alors après, ça n'a pas été vérifié par des tests organo et tout ça, mais on a constaté des saveurs différentes sur de la langoustine qui avait été retrempée en vivier, par exemple, par rapport à de la langoustine qui n'avait pas été retrempée en vivier. Alors après, est-ce que c'est parce qu'elle avait dégorgé? Est-ce qu'elle avait aussi déstressé? On n'a pas l'explication. Mais cette notion de stress sur le stockage des produits est vraiment, vraiment importante, quoi. Notamment sucrier, quand nous récupérons des crustacés vivants, le marailleur met son crustacé en vivier. L'autorisation de laisser ces crustacés en vivier n'est que de 48 heures. Le but n'est pas de réaliser du stockage pour pallier à des manques sur le marché. C'est vraiment pour permettre la conservation, que ce produit-là, il est mis vivant, on peut le vendre 48 heures. Ensuite, ça devient plus compliqué. De toute façon, il y a des problèmes de mortalité qui ont été évoqués, mais c'est-à-dire que ces installations ne sont pas là pour pallier au manque qu'il pourrait y avoir d'une pêche ou de quoi que ce soit. D'autres questions, non? Est-ce qu'on peut avoir une idée du volume de homard, apparemment, puisque pour l'instant c'est essentiellement du homard qui est transporté avec le système des MIG. Est-ce qu'on peut avoir une idée du volume transporté actuellement par rapport et faire une comparaison à ce qui est transporté par avion? Aujourd'hui, on transporte en business class, hein, je précise, ça rejoint un petit peu les conditions de stress. On essaye de reproduire le milieu naturel dans le milieu artificiel. On a une capacité de transport de 1,5 tonne à 2 tonnes par container Aquaviva. Sachant que ça, c'est pour du homard, qui a une taille entre 400 et 900 grammes maximum, puisque le trou change en fonction bien sûr de la saison, parce qu'il peut être plus lourd ou plus léger, mais en fonction de la saison de pêche. Aussi, je n'ai pas précisé, sur les coquillages, on est en train de travailler sur l'huître, où on peut transporter plus de 3 tonnes d'huîtres, et pendant le transport, on simule la marée. Donc on a les phénomènes de marée toutes les 6 heures, où en fonction de la zone de production, on peut limiter aussi cette marée. On programme le transfert d'eau à l'arrière vers la partie technique, vers la partie avant, ce qui permet de favoriser aussi la purification pendant le transport. Bon, c'est pas, j'insiste, hein, même si on a notre outil de purification à l'intérieur, tous les paramètres physico-chimiques de maîtrise de l'eau, on n'a encore pas validé ni homologué le système de purification pendant le transport. Voilà. Cependant, on fait toutes les analyses qu'il faut avant et après. Oui, ok, j'ai bien noté le volume par container, mais globalement, il y a combien de containers là, actuellement qui se trimballent du Canada vers l'Europe par an? Parce que ça existe depuis maintenant, 2-3 ans? Le programme Aquaviva a commencé il y a 6 ans. On est passé à la 5e génération. On a actuellement une trentaine de containers dans le monde qui tournent, sachant qu'on a une prévision on va dire, en transatlantique plus d'une centaine par an. Et ça va faire que grandir. On a une capacité de production aujourd'hui qui va faire changer les choses. On l'espère. Du coup, pareil pour ces deux mêmes intervenants, j'ai une question, c'est au niveau des coûts par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par exemple sur du transport avec Aquaviva. Quel pourcentage de coûts supérieurs il faut envisager, et puis de la même façon pour un process de surgélation via champ électromagnétique, il faut s'attendre à quel coût en plus?
Alors, aujourd'hui, nous avons travaillé bien sûr sur une base d'études de marché qui correspond à du transport aérien, d'aéroport à aéroport. L'avantage du système Aquaviva permet de partir d'un port, enfin n'importe quel port dans le monde, et être livré n'importe où. Vous avez pu voir par train, par camion, par bateau. On est actuellement basé sur un coût inférieur au fret aérien. Tout dépend des contrats qu'ont les mareyeurs ou les exportateurs. Mais sachant qu'on peut surtout transporter toute l'année. C'est-à-dire qu'on n'a pas les saisons où on transporte des cadeaux dans les avions où on refuse le transport. Nous, on peut transporter toute l'année grâce à CMA-CGM qui a toute la logistique dans tous les pays. Nous, évidemment, on a la première machine, donc c'est un prototype, il y a eu du développement, elle a un certain coût. En termes de fonctionnement, on est sur des choses qui sont assez économiques, puisqu'on est sur de l'azote, et on a de la chance en France, l'azote ça coûte pas cher. C'est très efficace, on arrive à descendre à des températures très basses, puisqu'on arrive à aller jusqu'à du moins 100 si on le souhaite. Donc c'est pas, on n'a pas un surcoût qui est énorme par rapport à une surgélation mécanique. Et l'ajout du champ électromagnétique dans tout ça, en fonctionnement, à titre indicatif, le fonctionnement de notre cellule, c'est le surplus lié au champ électromagnétique, c'est 2 kWh. D'accord ? Donc c'est peanuts, quoi. C'est vraiment pas grand-chose, quoi. Nous, ce qu'on a aussi là-dessus, c'est que la qualité obtenue via cette surgélation-là nous permet d'attaquer, donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le marché des chefs. Notre concurrent là-dessus, c'est l'export de poissons frais. La caisse glacée, le fret aérien. On envoie 1 kg de poisson par bateau contre 1 kg de poisson plus 2 kg de glace par avion. Donc en plus, ça nous permet de... Enfin nous, on s'y retrouve en termes de fonctionnement aussi par rapport aux possibilités d'expédition derrière et tous les coûts logistiques qu'on récupère, quoi. Et ça, c'est très important. J'ai répondu à la question, ça va ? Je ne sais pas si c'est possible d'en dire beaucoup aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut évoquer des premiers essais de la technologie Aquaviva à l'exportation ? Avec quelle filière vous avez fait des essais d'exportation de produits à partir de la France par conteneur, du coup ? Pour l'instant, on s'est basé sur des marchés qui sont transatlantiques, donc, Canada, Europe et Asie. Sur la France, on a des tests, mais qui sont en cours et encore confidentiels. Mais on a déjà effectué des transports de produits bretons sur des secteurs européens. Jadis, on va dire, et on a appris que la logistique, on la maîtrisait toujours pas. Donc on a eu, malheureusement, comme dans tout développement, on a eu des moments où on n'a pas pu répondre à la technologie par le biais d'utilisateurs externes à l'Aquaviva. Donc maintenant, on a tout verrouillé par le biais de sécurité. Je vous donne un exemple, quand on transportait le container avec des homards sur l'Europe, tout était bien sécurisé, GPS, plus de 100 personnes qui tournaient autour de la logistique. Ça arrive, tout est bien. Le lendemain, problématique, quelqu'un a tourné le bouton sur 0. Voilà, on se demande pourquoi. Mais ça arrive, c'est comme toute invention. Donc depuis, on a pallié ça. Donc pour répondre à la question, on a effectué aussi des transports de crustacés de France et on souhaite en faire beaucoup, puisque le produit breton est très rare et très sollicité de la part de certains gastronomes, on va dire. D'autres questions ?
Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie en tout cas d'être venu et c'était très intéressant. J'espère que pour vous aussi.